Ok, alors comment tu vas? Nickel, tout va bien. Bah, écoute, là j'ai attaqué la troisième semaine avec le tennisman et j'ai commencé cette semaine avec une personne du coup plutôt axée coaching santé. Mhm, Du coup, ça me permet de voir un peu les deux facettes de l'entraînement, donc c'est cool. mhm. Euh, et puis pour l'instant ça se passe bien. Demain je vais faire une séance comment dire, en présentiel avec le tennisman pour voir un peu Mhm, comment il bouge sur ses mouvements et puis je vais lui faire quelques tests au passage mhm. et puis voilà, sinon tout va bien. Ok, super. Alors si on passe en revue ce que tu fais avec le tennisman d'abord, comment est-ce que comment est-ce que s'est passé la deuxième semaine? Comment est-ce que tu as progressé pour la troisième semaine? Et peut-être parler un petit peu des échanges que vous avez eus et plus au-delà du programme en termes de coaching, en termes de ce que tu lui as dit, ce que tu lui as demandé de faire, les questions que tu lui as posées, ce genre de choses. Ouais, alors du coup pour la deuxième semaine, j'étais passé sur donc pour recontextualiser un peu, on avait fait sur la première semaine on avait fait des circuits en 20-20, Mhm, on avait fait deux circuits en 20-20. Et là, pour cette troisième semaine, sur cette deuxième semaine, pardon, vu qu'il avait demandé à avoir un entraînement supplémentaire, ben, j'ai fait comme tu m'avais dit, j'avais récupéré la séance 1 et je lui avais mis 2 fois. mhm. Et puis, donc j'avais mis 2 séances en 20-20 et une en 30-30 pour voir un peu comment il réagissait à ça. Mhm. Et au niveau des exercices, du coup, c'était à peu près les mêmes, juste je faisais un peu des variations, que ce soit au niveau des pompes ou des trucs comme ça. Mhm. Et, euh, et pour cette troisième semaine, du coup, vu que par rapport à ce qu'il m'a dit sur son retour de séance, sur du 30-30, ça a passé, Mhm. il n'y avait pas de souci. Du coup, toutes les séances, je les ai passées en 30-30. Et la séance du milieu de semaine, je l'ai mis en 30-15. En fait, le but là, c'est de tester un peu jusqu'où il peut aller pour calibrer un peu l'entraînement pour la suite. Ok. Donc voilà, j'attends son retour pour le 30-15 et puis voilà, donc au niveau des discussions qu'on a eues, je lui ai demandé d'investir dans quelques élastiques, Mhm. pouvoir mettre un peu des exercices de tirage pour le haut du corps. Mhm. Hum, Et puis après, je lui demande régulièrement. Je suis un peu derrière lui pour qu'il remplisse parce que j'ai un petit tableau où il doit remplir la perception d'effort Mhm. après chaque séance. Donc, ouais, je suis un peu derrière lui pour qu'il le fasse. Il le fait pas tout le temps. Donc, en Est-ce général, que il le fait en fin de semaine. Donc, ça a plus vraiment d'intérêt, quoi. Il remplit tout est-ce- en fin de semaine. qu'est-ce que toi ça t'apporterait d'avoir cette information plus tôt dans dans la semaine? Ben, déjà, je pourrais commencer à réfléchir euh, à ce que je peux lui faire la semaine prochaine sans avoir à tout faire le dimanche. Mhm. Et, euh, et puis surtout que s'il donne 15-30 minutes après la séance, le RPE il sera plus valable que s'il prend aucune note et que le dimanche il essaye de se rappeler comment il a ressenti l'effort lundi, quoi. Mhm. Et puis voilà. Ouais. Ok. Et comment tu te sens jusqu'ici en termes de ce que tu lui as fourni, ce que tu lui fournis en continu, les échanges que vous avez, comment ça se passe? Bah, pour l'instant, je suis plutôt content de ce que je fais. Euh, Là, pour la semaine 3 j'ai commencé à lui mettre les routines, tu sais, dont je t'avais parlé. Mhm. Donc là, on est parti sur une routine travail de pied basique, 4 exercices, ça lui prend 15-20 minutes par jour. Mhm. Donc l'objectif soit que ce soit un truc pas trop lourd qu'il puisse faire vraiment tout le temps et qu'il n'ait pas d'excuses pour me dire j'ai pas le temps alors que voilà en 15 minutes il peut même le faire en se brossant les dents son travail de pied donc voilà. Tu peux donner un petit exemple de ce que c'est?
Oui, alors du coup les quatre exercices, là je suis parti sur premier exercice super basique, stimulation de la voûte plantaire en écrasant son pied sur une balle de tennis, Mhm. donc pour réveiller un peu le pied. Après des exos où où c'est le pied au sol, il va essayer de crocheter tu sais, avec les orteils Mhm. pour contracter un peu la voûte. Un troisième exo, c'est dissociation des orteils. Euh, Essayer de relever le gros et après tous les petits en maintenant le gros orteil Mhm. au sol. Et pour finir, c'est un exercice, comment expliquer ça? Tu fais un petit cercle autour de ton pied Mhm. et puis tu dois te déplacer un peu en horloge, Ok. tu sais, en levant le talon et puis après la pointe. Mhm. Et puis après, s'il est à l'aise, il refait un tour dans l'autre sens. Puis voilà, c'est des trucs super simples. Mais je pense que ça a quand même des bénéfices s'il le fait régulièrement, quoi. Ouais, ça c'est clair. Et puis de toute façon, pour la force du pied est super importante. Bas de la jambe aussi. Tu commences à inclure un petit peu plus de sauts et de plio dans les circuits ou on est encore sur un exercice par séance, ce genre de choses? Pour l'instant, on a encore un exercice par séance, mais là, j'ai commencé à réfléchir j'aimerais bien commencer à attaquer sérieusement la plio. Du coup, là, j'ai travaillé sur ça et j'ai trouvé un, un doc Altis où ils ont mis en place comment ça s'appelle? Des exos de plio simples Mhm. que tu peux mettre en début, fin d'entraînement quand tu veux. Et ça permet de préparer un peu les travails de plio. Donc, de toute façon, je vais rien inventer. Donc, autant utiliser des choses qui marchent. Mhm. Et puis voilà, donc je pense que je vais déjà lui mettre ça dans ses échauffements Mhm. pendant une ou deux semaines. Et puis après, peut-être essayer de ouais, vraiment bosser sur la plio, quoi. Ouais, pour parler, peut-être on parle un petit peu plus de la plio, enfin des sauts et de la plio en général. Pour toi, comment est-ce que tu segmentes, comment est-ce que tu catégorises ou sous-catégorises tout ce qui est des sauts et de la plio? Comment tu les organises dans ta tête ou sur papier pour ensuite savoir avec quoi commencer et vers quoi progresser? Hum, Bah déjà pour moi, tout ce que j'appelle plio simple, c'est des exos où c'est des petits sauts. Mhm. Il n'y a pas de où tu es à la hauteur de base, quoi, à hauteur du sol. Ok. Hum, Après, le niveau supérieur, je dirais, c'est tout ce qui est saut où tu rajoutes des haies, par exemple, Mhm. des petites haies. Et le niveau 3 je dirais, c'est quand on commence à mettre tout ce qui est drop jump avec enchaînement, CMJ. Ok, si on prend donc tu as trois niveaux. Premier niveau, quand tu es au sol, tu vas avoir différentes façons bah voilà, d'aborder le sol, euh, différentes façons de sauter, que ce soit, on a deux pieds, donc ça va être soit deux pieds, soit un pied. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme paramètres qui peuvent nous aider à organiser ce niveau 1, comme tu l'appelles, où on est au sol? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme paramètres à regarder? Mais le type de sol, déjà. Type de sol, ouais, ok. Il y a quoi comme type de sol? De l'herbe ou du goudron. Ouais, je pense que c'est les deux extrêmes, ça. Ouais, deux extrêmes. Donc, si on prend l'entre-deux qui serait peut-être une piste d'athlée, quand est-ce que tu recommanderais que quelqu'un fasse de la pléo sur de l'herbe ou sur une piste ou sur du goudron? Hum, Quelles vont être les différences pour la personne qui fait les sauts? Ben, au niveau de l'impact que ça va avoir sur le corps. Par Mais, exemple, mais là, aussi, mais aussi, il y a comment dire ça? J'allais dire corollaire, mais je suis même pas sûr si c'est le bon mot. Il y a l'impact du sol sur le corps, certes, mais enfin, en allant dans le même sens, il y a aussi un autre truc qui est impacté.
Hum, la retransmission d'énergie, le Ouais. transfert. Et donc ça a un effet sur quoi? Sur, sur les bénéfices qu'on va pouvoir tirer de l'exercice. Je Vas-y, sais pas, développe entre l'herbe et puis ensuite le goudron. Les grosses différences, ça va être quoi? l'herbe, ça va pas avoir beaucoup d'impact. Vu qu'on n'a pas une grosse retransmission d'énergie, ça va pas avoir beaucoup d'amélioration notable sur tes capacités de plio. Mhm, Et il y aura pas beaucoup de risques. mhm. Alors que le goudron, on tape un peu plus dans la machine, donc on aura Comment? peut-être plus de, Vas-y, vas-y. on aura plus de bénéfices à faire ce genre d'exercice. Ok. Est-ce que tout un chacun peut sortir et commencer à faire des sauts sur du goudron sans souci ou est-ce qu'il y a peut-être une progression à suivre avant d'y arriver? Hum, je pense qu'il y a quand même une progression, surtout pour les personnes qui sont pas sportives à la base. Je pense pas que ce soit la meilleure solution de les mettre direct sur un terrain dur pour de la Ok. plio. Donc comment toi tu progresserais ça au niveau des surfaces de saut? Du coup, partir sur de l'herbe. Euh, Après, tout dépend le sportif que j'ai, mais oui, dans la logique, durcir petit à petit le sol Mhm, avant de mettre de la difficulté sur les exos. mhm. Et donc si on repart maintenant, donc on a abordé les différentes surfaces qu'on peut avoir au sol. Maintenant, si on pense aux différents types de sauts qu'on peut faire, même juste en étant au sol, parce que tous les sauts ne sont pas égaux, hein. Si tu fais Mm. une foulée bondissante sur un sol plat ou si tu fais un saut à deux pieds sous maximal sans contre-mouvement, donc en partant en quart de squat par exemple, c'est pas du tout le même, c'est pas du tout le même impact au sol, c'est pas du tout les mêmes demandes. Donc, au sein de cette catégorie 1 que tu as appelée catégorie 1, donc les sauts qui sont au sol, comment est-ce que tu vas segmenter voilà, ouais, segmenter ou catégoriser les différents types de sauts euh, afin de pouvoir les progresser au fil du temps et encore une fois, pas aller directement vers des trucs qui seront peut-être très Mm. demandants en termes de saut, en termes de compétences techniques aussi. Comment est-ce que tu segmentes ça au niveau de ta phase 1 ou ta catégorie 1? Mm. Euh, Il y a quoi comme facteur qui va être déterminant quand on parle de saut et quand on parle et plus précisément de plio? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un facteur qui ressort comme étant, enfin pour moi, il y a deux facteurs qui ressortent comme étant super importants. Est-ce que dans ta tête, tu penses à quoi quand je te dis plio et KPIs, donc Key Performance Indicators, les indicateurs de performance clés pour des sauts ou de la plio? Qu'est-ce qui te vient, mm. qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Déjà la hauteur de saut et temps de contact avec le sol. Alors, temps de contact au sol, beaucoup plus important que la hauteur du saut en lui-même, Mm. hein, parce que en sachant que voilà, tu peux faire un saut qui est. Alors, bien sûr, ça va avoir un impact sur l'impact que tu vas mettre au sol, Mm. mais c'est clair que le temps de contact au sol va être un élément déterminant en termes d'intensité, hein. Donc, ça, c'est un élément que tu dois moduler. Euh, Quel type de contact au sol tu as quand tu y réfléchis comme ça? On part avec un saut à deux pieds. Quelles sont les différentes variantes de saut que tu pourrais faire en sautant à deux pieds, en allant tout droit? On va garder les choses super simples. Quel serait le mouvement, le saut le plus simple, le moins intense, avec le plus long contact au sol? Squat jump, Hmm. un squat jump. Squat jump en place. Voilà. Maintenant, si on parle de saut plus sur vers une tendance horizontale, donc là, on aurait un saut simple sans contre-mouvement, comme je te Mm. l'ai dit avant. Donc, tu pars en quart de squat, tu fais ton saut vers l'avant, tu réceptionnes à deux pieds, tu te remets en place pour le départ et tu ressautes, hein. Donc, tu passes, je pense, une seconde et demie au sol en tout cas, Mm. entre tes sauts. Ensuite,
à partir de ce saut sans contre-mouvement, qu'est-ce qu'il y a comme petite, petite progression qu'on peut ajouter pour rendre l'exercice un peu plus intense? C'est dans le nom du premier mouvement. Saut sans contre-mouvement. Faut juste changer le mot du milieu. Avec, du coup. Avec. OK, donc tu vas faire un saut, départ debout, contre-mouvement, saut vers l'avant, réception à deux pieds, reset, repart. Hein? Donc là, on a déjà deux types de sauts qui sont très simples. On reste sur du deux pieds pour l'instant, on reste en allant vers l'avant, donc horizontal. Ensuite, à partir de là, qu'est-ce que tu peux faire pour ajouter un petit peu d'intensité? J'aurais dit sur un seul appui, mais On reste sur je deux pense qu'on pieds. est trop vieux. Ok, sur des pieds. Il y a encore trois progressions qu'on peut faire avec un saut horizontal à deux pieds qui vont progressivement augmenter les demandes sur le bas de la jambe, sur le pied et réduire les temps de contact au sol aussi. Je l'ai pas là. Tu l'as pas? Alors, Non. le prochain que je mettrai dans l'ordre, c'est un saut avec double contact. Donc, tu commences debout, tu fais en gros un mini saut comme si tu faisais un mini saut de haie et sur le Ouais. rebond, tu fais ton saut horizontal. Ok. C'est mini saut, saut. Et là, déjà, avec le petit temps de le rebond en fait au sol, Mm. là, tu ajoutes déjà un élément de pliométrie, mais de très très basse intensité, étant donné que au niveau de la distance, au niveau de la hauteur, c'est le plus petit que tu puisses faire. Hein, tu pars pas d'une boîte, tu fais pas un monstre saut directement dans un autre saut, tu fais un double saut, donc mini saut en place même, hein, mini saut en place, Mm. et sur le rebond, tu te propulses pour ton saut. Donc là, tu as, Ok. un double saut. Ensuite, tu as un double saut continu où tu fais pareil, mais tu t'arrêtes pas sur la réception. Hein, donc, Mm. tu fais mini saut, saut, mini saut, saut, mini saut, saut. Donc, sur la réception, tu fais déjà comme si tu faisais un mini saut de haie pour repartir ensuite sur ton prochain saut Ouais. en continu. Et ensuite, au final, ben, tu as les sauts en continu. Donc, si tu prends cette progression-là de sans contre-mouvement, double contact continu et continu, là, tu as le spectre de toutes les progressions que tu puisses faire sur des sauts. Et ça, tu peux le transférer sur tous les types de sauts que tu veux. Hein, donc, on a parlé des sauts à deux pieds en bilatéral, mais tu as aussi les bonds, donc de gauche à droite, que ce Mm. soit en allant de l'avant, que ce soit en latéral, que ce soit en rotation. Tu as les sauts à cloche-pied, donc tu restes sur un pied. Après, tu peux aller en avant, tu peux aller latéral intérieur, latéral extérieur. Tu peux aller en rotation aussi. Et après, bien sûr, tu peux les coupler et les organiser comme tu veux. Mais si tu gardes cette idée de progression de base, déjà, ça va te donner plein de possibilités au niveau des sauts que tu peux faire. Et comme je t'ai dit, si tu gardes en tête le nombre de pieds au sol ou on va dire le séquençage des appuis, donc que ce soit encore une fois double pied ou un pied vers un pied ou un pied vers l'autre ou deux pieds vers un pied ou un pied vers deux pieds, et ensuite pense aux trois plans de mouvement. Avec tout ça, tu as déjà des centaines d'options possibles Ouais. qui restent de très très basse intensité. Après, c'est à toi de les organiser comme bon te semble pour essayer en gros de cocher un maximum de cases. Ce que j'essaie de faire quand je donne un petit circuit type de saut ou plio, c'est de cocher un maximum de cases. Donc, est-ce que je travaille dans les trois plans de mouvement? Est-ce que j'ai des variations de bond, de cloche-pied, de deux pieds? Est-ce que j'ai encore une fois des progressions, comme on l'a dit avant, par rapport au temps de contact au sol ou au moins des variations? Parce que pour les débutants, ça va être super important, comme on l'a dit la semaine dernière ou la semaine précédente, d'avoir une base la plus large possible. Donc, est-ce qu'on peut faire en sorte que la personne devienne compétente avec toutes les variations de saut possibles et imaginables pour faire en sorte qu'elle ait un lexique de mouvement le plus développé possible qui ensuite va lui servir à l'avenir pour se développer plus en intensité. Mais pour commencer, tu n'as pas besoin de penser trop loin. Et si tu penses à ces différentes catégories-là, et c'est pas ce que je te dis là, c'est de loin pas la seule manière d'organiser des sauts. Tu trouveras d'autres systèmes de catégorisation, mais je pense que ces systèmes, ils sont utiles
même s'ils ne sont pas uniques et absolument vrais ou ils ne sont pas, voilà, ils sont pas absolus, tu peux en trouver d'autres, tu peux raisonner et faire ton propre système de catégorisation. Mais je pense que c'est important de savoir comment tu organises ces mouvements dans ta tête au niveau de leur nature, simplement, pour ensuite pouvoir décider lequel utiliser, dans quel contexte et comment ensuite les progresser au fil du temps. Hein. Donc ça, je Ok. pense que c'est un truc sur lequel tu peux commencer à réfléchir un petit peu, peut-être Ouais. prendre un peu de temps et écrit sur papier ce dont on a parlé là, donc les différentes progressions, les différents types d'appui au sol. Tu peux même faire des petits dessins de pied. Tu vois juste la Mhm. trace du pied où tu la poses en séquence pour bien représenter ça dans ta tête. Et puis après, tu peux, encore une fois, organiser tes séances, organiser tes sauts, organiser tes progressions par rapport à tout ça. Ok, super. Donc là, on était sur la plio. Je voulais passer aussi un petit moment sur. Tu as dit que tu commençais à travailler avec quelqu'un d'autre en Oui. plus Ouais. côté sport santé. Plus, Donc, plus côté santé, ouais. ouais, super. Alors, parle-nous un peu de ça. Comment ça s'est passé jusqu'ici et qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Alors, déjà, il y a pas, elle a pas mal, la personne elle a pas mal de un passé médical assez lourd, Ouais. donc enfin, j'y vais super doucement ouais, pour pas prendre de risques de mon côté, quoi. Mhm. Euh, euh, du coup, par rapport à ce qu'on a, les infos que j'ai récoltées sur la première consultation, ben, elle a besoin de beaucoup faire des étirements, Ok. déjà pour commencer, Mhm. parce qu'elle est en télétravail et ben, elle est assise toute la journée chez elle. Ouais. Donc déjà, ben, routine étirement, j'ai mis en place une petite routine étirement, vu qu'elle a des problèmes aussi au bas du dos. Mhm. Et puis, vu que la personne elle fait de la course à pied en club, euh, et qu'elle n'a plus le temps de s'entraîner en semaine, Mhm. euh, du coup, je lui ai quand même laissé son petit footing du week-end, mais l'objectif, c'est de compenser les séances de fractionner en semaine Mhm. avec bah, du coup du circuit training, quoi. Je pense que c'est le plus intéressant si on veut continuer à développer un peu la VO2, Mhm. compenser le manque de séances à pied comme on peut, quoi. Ouais. Euh, et du coup, bah, pour les circuits de training, dans le même principe qu'avec le tennisman, bah, je suis parti sur du 15-15. Donc j'y vais à tâtons. Euh, je suis parti un peu moins lourd. J'ai mis que 6 exercices par circuit. Mais bon, là, sur le premier retour de séance, elle m'a dit qu'elle avait rajouté des exos, donc je pense que ça allait. Ouais. Mais ouais, du coup, voilà, j'essaie d'y aller tranquille, en sachant que c'est une personne qui a vers la cinquantaine et qui de par son passé médical, elle est en ostéoporose. Du coup, la course à pied, elle essaie de plus trop courir souvent. Euh, donc pareil, j'essaye quand même de mettre un peu de plio, mais là, du coup, c'est obligatoirement sur de l'herbe, quoi. Mhm. Je pense que c'est important bah, de quand même avoir une stimulation au niveau osseux, dans le cas où elle est. Mais ouais, vraiment y aller tranquille, quoi. Est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'exercice que tu peux faire qui vont avoir un impact considérable au niveau densité osseuse? À part les exercices à À part, impact, à part les sauts, ouais. je, Ça va moins vite que des sauts et c'est plus lourd que des sauts. euh, je sais pas, des squats, Ouais, du renfort. ouais, du renfort. Ouais. Donc ça, c'est peut-être un petit peu moins intense que de la plio pour quelqu'un qui Mhm. est peut-être hors de forme. Je dis pas que tu peux pas faire des sauts et que c'est pas bien de les faire. Je pense que c'est très très important de les faire aussi parce que de manière générale pour la santé, voilà, de pouvoir utiliser ton corps comme tu devrais pouvoir l'utiliser, c'est Ouais, important. Mais
toujours, comme tu l'as bien dit, de commencer à retrouver la personne à son niveau et voir ce qu'elle peut faire à partir de là. Mais ouais, je pense que tendre vers, d'une manière ou d'une autre, du renforcement, Mm. idéalement avec une surcharge progressive, c'est sûr. Alors, comme tu l'as bien fait, les circuits, c'est bien pour commencer, mais c'est clair que pour maximiser le retour sur investissement en termes de temps et pour avoir un impact le plus conséquent possible sur la masse musculaire, sur la densité osseuse de la personne notamment, c'est vrai que va falloir trouver des stratégies assez vite pour Ouais. commencer à construire de ce côté-là. Tu as envisagé ça aussi? Ouais, j'avais envisagé du renfort. J'attendais d'avoir la liste exacte du matériel. Mhm. Euh, Est-ce que- et est-ce puis qu'elle est-ce qu'elle aussi, elle a fait du renfort déjà dans le passé ou est-ce qu'elle a pas mal bah, d'expérience avec ça? elle faisait du renfort sous forme de circuit, quoi. Donc, j'ai pas Ok. voulu la dépayser trop rapidement. Donc, je suis parti sur ce qu'elle savait faire. Mhm. Et puis là, ouais, j'aimerais bien rajouter une séance de renfort et une séance vraiment dédiée étirement, quoi. Ok. Comment tu pourrais faire pour ne pas faire une séance complète dédiée renfort, histoire de rester dans l'idée de donner aux gens ce dont ils ont l'habitude déjà, en tout cas Hmm. dans un premier temps, mais aussi faire en sorte qu'il y ait cet aspect renforcement dans la séance. Hum, Bah, après les circuits, je fais un style de finisher, on va dire, où je mets des exercices de renfo. Enfin, j'intègre progressivement des exos de renfo. Mhm. Euh, je pense que ça peut Pourquoi faire. après le circuit et pas avant le circuit? Bah, parce que pour moi, le circuit, c'est quand même le corps de séance et je pense que c'est le plus intense de la séance. Donc, je sais pas. Si je lui fais faire avant, après, j'ai peur que sur le circuit, elle soit vraiment à la rue, quoi. Ok. Et après, est-ce que le circuit va avoir un plus gros impact sur le renforcement ou est-ce que le renforcement va avoir un plus gros impact sur le circuit en termes des retours que tu vas pouvoir avoir sur la séance de manière générale? Est-ce que l'effet d'entraînement du circuit sera à quel point l'effet d'entraînement du circuit sera positif après peut-être un petit bloc de renfort, même si c'est deux exos par exemple, par exemple un squat ou un split squat avec une pompe inclinée, mais plus encore une fois en format force avec où on s'approche un petit peu de l'échec. Voilà, peut-être pas dans un premier temps si elle n'est pas compétente dans ce domaine-là, mais on va essayer de pousser un petit peu que ce soit les reps ou la charge ou l'intensité de manière générale, et ensuite faire un circuit derrière. Et après, dans l'autre sens, si tu fais le circuit en premier, quel va être l'impact sur la possibilité de se développer au niveau renforcement? Euh, pour moi, ce serait, hum, là, ce serait un peu à peu près pareil, parce que dans tous les cas, tu auras une pré-fatigue de l'un sur l'autre. Je sais pas si tu vois. Ouais, ouais. Il y aura de toute façon un effet de fatigue, ça c'est sûr. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, lequel aura le plus gros effet négatif sur l'autre? Le circuit. Le circuit aura le plus gros effet négatif sur la force, tu dirais? Ou dans l'autre sens? Moi, je dirais le circuit. Dans- Précise un petit peu Ok, ta pensée. Donc, le circuit va avoir un effet. Vas-y, bah, précise. sur la fatigue générale, je dirais le circuit. Après, sur la force, si c'est que sur la force, je dirais bah, les exos de renfort. Donc, toi, Puisque, comme tu l'as dit, on irait plutôt sur des exos où on va aller presque jusqu'à l'échec. Mhm. Donc, ouais. On va le jouer en mode pratique. Donc, disons que tu fais 3 séries de split squat. Et peut-être c'est des Mm. split squats qui sont soutenus par des bâtons de marche, par exemple, dans les mains, avec un bloc de yoga sous le genou pour jauger la profondeur l'amplitude de mouvement du squat.
Tu fais 3 séries de 10 peut-être ou 3 séries de 12 qui vont être assez dures sur les jambes. Et ensuite, tu fais peut-être, encore une fois, comme je t'ai dit, des pompes inclinées ou même un tirage horizontal avec une bande, avec un genou au sol et un pied devant. Euh, Disons que la personne peut faire 3 séries de 10 avec, on va dire, deux ou 3 répétitions en réserve sur ces 2 exercices pour faire simple. Est-ce que la personne pourra produire le même effort après le circuit? Non. Non. Donc ça, c'est déjà une réponse qui est importante. Et ensuite, si on le tourne dans l'autre sens, la fatigue qui sera générée par le circuit de manière générale et donc, on va dire la sollicitation du système cardiovasculaire, du système respiratoire, est-ce qu'il sera identique ou proche de si tu fais le circuit après le renfort, est-ce que l'effet d'entraînement du circuit en lui-même sera proche que si tu faisais le circuit en premier? Hum, Ouais, non, je dirais plutôt, que ce que tu as dit en premier, quoi. Donc, si on fait le renfort avant, il y aura plus d'impact sur le circuit que si on fait le circuit après le renfort, Ok, en termes de force. ça c'est le circuit en lui-même. Et ensuite, de manière générale, qu'est-ce que tu penses va apporter les meilleurs résultats au niveau global? Si on pense donc masse musculaire, euh, densité osseuse et VO2 max pour parler très très simplement des objectifs les choses qu'on va pouvoir quantifier et suivre sur ou pas quantifier, je dis ça comme ça, les choses qu'on va vouloir améliorer chez la personne pour lui donner le meilleur retour au niveau santé. Euh, Lequel des deux formats aura le plus gros impact de manière générale? Force d'abord et ensuite circuit ou circuit d'abord et ensuite renfort? Oui, ou Hum, alors attends, je vais prendre un autre angle parce que tu peux le regarder sous plusieurs facettes différentes. Quel est le séquençage qui fera que tu auras euh, les meilleurs mouvements au niveau exécution technique pour la phase de renforcement? Parce qu'on sait que de toute façon, quand on va commencer à aller plus lourd et plus loin dans les reps, eh ben, on va avoir ça va être plus difficile au niveau technique de mouvement hum, que si tu fais un circuit avec 15 ou même 20 secondes où tu vas pouvoir bouger en continu et tu vas pas avoir une modification monstre des positions ou des mouvements. Qu'est-ce qui te permettra d'avoir la meilleure qualité de mouvement? Renfort d'abord ou circuit d'abord? Sur le renfort en bah, particulier. renfort d'abord. Renfort d'abord. Au niveau système nerveux central, qu'est-ce qui va avoir qu'est-ce qui va te permettre de produire le plus grand rendu moteur? Est-ce que c'est renfort d'abord ou est-ce que c'est renfort après? Renfort d'abord. Renfort d'abord. Voilà. Donc, je pense que quand tu décides de comment séquencer tes différentes phases dans un entraînement, c'est important de réfléchir à pourquoi tu Hum, mets quelque chose devant ou pas. Je pense il y a des cas pratiques où je mettrais le circuit en premier, notamment si c'est après un retour d'inactivité. Tu vas peut-être pas mettre le renfort droit d'entrée. Je pense mais à ce moment-là, tu vois, je couplerais même ce qu'on fera en renfort comme exercice, je le ferai dans le circuit pour commencer. Et ensuite, peut-être, je sors ces exercices principaux du circuit pour les mettre en avant dans la séance et pour faire du travail hum, plus axé renfort là-dessus pour ensuite passer sur un circuit. En tout cas, c'est mon sentiment et par rapport aux différentes perspectives qu'on a explorées là, je pense que au niveau général, tu en retireras plus de ton entraînement si tu fais ton renfort avant. On avait parlé déjà de ces différentes catégories d'exercices ou comment différencier les différentes qualités physiques qu'on veut travailler, si on veut parler comme ça. Et pour moi, je vais toujours du plus vite et intense au plus lent et moins intense. Donc, sprint, saut, lancer de balle, force balistique, force absolue, donc renforcement, tout ce qui est hypertrophie ou travail accessoire ou préa ou réa, et ensuite tout ce qui est conditionnement. Donc, sauf si tu as, et c'est tout à fait possible de le faire, hein, sauf si tu as une bonne raison de mettre le cardio en premier, je commencerai toujours avec les activités qui sont soit plus rapides, soit plus lourdes, soit les deux.
histoire d'avoir ce séquençage qui est plus basé du coup sur les demandes au niveau neuromusculaire. Hein. Ce séquençage-là, on va dire le format de base, il est vraiment dirigé par ça, pour faire en sorte que tu aies les meilleurs retours sur ton entraînement en termes de rendu effort. Parce que comme tu le sais très bien, si on inverse la pyramide, eh ben, tes sprints à la fin, ils ne ressemblent plus à rien et ils ne servent pas à Mm. grand-chose parce que tu ne vas pas courir très très vite. Tu vois? Donc, Ah ouais, je je vois très pense que bien. tu as avantage à commencer avec tout ce qui est renforcement, si tu inclus du renforcement dans la séance, et ensuite faire un petit circuit. Donc, comme je te dis, ça peut être 2 exercices, 3 exercices que tu fais en superset ou en triset, Mm. sur un haut du corps, un bas du corps, un abdos, ou alors les abdos, tu peux les inclure dans le circuit. Et ça te permet de peut-être faire 2 séances par semaine avec ce format-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va faire du renfort 2 fois par semaine et va faire un circuit 2 fois par semaine aussi, si on part sur une base de 2 entraînements. Et là, déjà, tu as coché 2 cases plutôt que d'en cocher qu'une, en sachant que la Mm. fréquence d'entraînement va avoir un impact sur les progrès. Hein. Donc, si la personne fait du renfort une seule fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça va être bien sûr plus intéressant de le faire 2 fois si possible. Et donc, de continuer dans ce sens-là. Pour donner un exemple, une dame avec qui je travaille à l'heure actuelle, qui est en surpoids, euh, pour maximiser un petit peu tout ça, on a accès au rameur et on a accès à un tout petit peu de matériel, des bandes élastiques, un bloc de yoga, un rouleau de massage, une balle, un Swiss ball. Et donc, ma priorité pour la semaine, ça va être de faire une séance type sprint sur le rameur avec des intervalles très courts, donc 10 coups à la fois, 5 coups, enfin, 5 coups de mise en jambe et ensuite 10 coups avec effort max, avec repos complet entre les répétitions. Ensuite, on part sur du renfort. Ensuite, on finit sur un petit circuit, mais simple, même pas type cardio, juste un circuit de plusieurs exercices de renfort. Et le deuxième jour, on commence par le renfort. Et ensuite, on finit par un petit peu plus de temps sur le rameur, mais plus en mode cardio avec des intervalles plus longs, avec moins de repos et bien sûr une intensité qui sera plus basse aussi. Donc, sur ma semaine, on fait du renfort 2 fois, on fait des sprints une fois et on fait du cardio une fois. Et il y a bien sûr plusieurs manières de l'organiser. Je pourrais techniquement faire 2 ou 3 sprints en début de séance, ensuite du renfort, ensuite du cardio, aux 2 séances. Euh, mais encore une fois, c'est à toi de voir comment tu Ouais. organises ces choses-là. Mais je pense, ouais, pense vraiment aux éléments qui vont lui apporter le plus à cette personne en termes de retour sur leur santé, sur leur performance, sur leur ressenti aussi au jour le jour, en sachant que je pense que l'intensité, c'est quelque chose qui, bien sûr, doit être amené de manière progressive et raisonnée, surtout sur quelqu'un qui est peut-être pas en forme à l'heure actuelle. Mais c'est aussi quelque chose qui va avoir un gros retour sur investissement, surtout si c'est fait dans un cadre qui est sûr, comme par exemple des sprints sur le rameur. Si la personne a une technique convenable, ça va être difficile de se faire mal, surtout pour une personne Mm. qui n'est pas très athlétique. C'est pas comme si elle va pouvoir pousser 450 watts sur le rameur. Tu Mm. vois, ça va être de l'ordre de 200 watts, 250 watts pour commencer. Et bien sûr, ça va grimper, mais ça va grimper de manière progressive parce qu'elle va se développer de manière progressive. Et donc, c'est clair, si tu envoies quelqu'un faire des sprints en descente quand ils n'ont pas d'expérience, bah, tu sais vite ce qui va se passer ou ce qui risque Mm. de se passer. Mais donc, si tu peux trouver un environnement sûr par rapport à ça, tu peux faire en sorte qu'ils aient un gros retour sur leurs efforts, étant donné que l'intensité, ben, ça va faire monter leur plafond de performance, leur plafond absolu, et ce qui rendra tout ce qui est sous-maximal ensuite un petit peu plus aisé. Donc, une fois que tu as l'habitude de faire des sprints sur un rameur dans ce cas-là, et que tu as l'habitude de pousser 250 watts, et ben, tu sais que quand tu vas redescendre et puis faire ton travail de basse intensité à 70 ou 80 ou 100 watts, ton ressenti sera beaucoup plus simple que si tu avais que si tu avais jamais fait des sprints Mm. sur le rameur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je Ah pense ouais. que sur ce côté-là, faut vraiment pousser aux deux bouts, aux deux extrêmes, si on veut, et essayer de couvrir ce panel de types de mouvements ou types de qualité physique avec, et comme on en a déjà parlé, un grand focus sur, ou en tout cas, ce à quoi toi tu penses derrière. Bien sûr, pour cette dame-là, euh, ça va aussi être du travail de mobilité au niveau de ses Mm. articulations, au niveau de son dos, pour tout ce qui est voilà, l'aspect santé et l'aspect
avoir des options pour bouger, c'est toujours très, très important. Mais ensuite, voilà, masse musculaire, densité osseuse, VO2 max de manière générale. Et qu'est-ce que je peux faire pour développer ça au mieux maintenant et ensuite dans la continuité? Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, très bien. Je prends note. Qu'est-ce- Est-ce que ça, est-ce que ça t'amène des choses à l'esprit, peut-être, ce dont on vient de parler, des façons d'aborder l'entraînement ou des façons de structurer tes séances? Oui, oui, mais c'est juste qu'en fait, moi, je voyais le circuit avant parce que je me disais que bah, dans la tête de la personne, elle va se dire, bah, le circuit, c'est là où il y a le plus de stimulation sur le système cardio. Du coup, c'est le plus compliqué. Et du coup, de le mettre avant, ben, je sais pas, au moins la personne, elle a passé ça et puis après, elle est tranquille, entre guillemets, pour faire son renfo. Alors que si je lui mets le renfo avant, ben, elle allait se dire, ah ben attends, il y a le circuit après. Indirectement, elle va se gérer sur le renfo, tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, j'avais plutôt cette réflexion-là, dans ce sens-là, quoi. Donc, à ce moment-là, c'est à toi de communiquer l'importance de faire le renfort avec une intensité importante. Hmm. Bien sûr, considérer en premier lieu et ensuite de progresser ça. Mais si tu places le renfort après, excuse-moi, si tu places le renfort après le circuit à chaque fois, eh ben, tu sais que de toute façon, son effort sera sous-maximal sur le renfort, étant donné qu'il y aura déjà la fatigue accumulée Hmm. du circuit. Plus, très certainement, si elle n'a jamais fait de travail type renfort isolé avant, c'est des qualités qui vont pouvoir être développées très, très, très rapidement. Je travaille là avec une cliente, je la vois souvent, je la vois 3 à 4 fois par semaine, mais en gros, elle a fait du circuit training toute sa vie. Elle n'a Hmm. jamais fait de renforcement. Elle a jamais fait un squat avec plus de 5 ou 6 kilos. Donc là, déjà, rien que de lui faire des squats et des split squats avec 10 kilos, avec 15 kilos, euh, les progrès, ils sont déjà considérables sur juste quelques semaines du fait que c'est un stimuli qu'elle avait jamais vraiment eu avant, tu vois. Mais c'est difficile parce que c'est presque une habitude pour ces personnes-là de simplement faire du circuit parce qu'elles ont tout le temps fait du circuit. Elles ne savent pas vraiment que tu peux faire les choses différemment, que tu peux prendre plus de poids, faire moins de reps et prendre plus de repos et que l'effet d'entraînement est complètement différent et que c'est complémentaire au circuit. Hein. Ce n'est pas soit l'un, soit Ouais. l'autre. C'est que tu peux faire les deux et les deux vont t'amener quelque chose, mais tu n'auras pas nécessairement les mêmes gains tous les gains que tu connais qui sont issus du travail de renforcement pur. Ça va être, tu vas pouvoir les avoir d'une certaine manière ou jusqu'à un certain point avec le circuit, mais c'est clair que ça ne va pas être très ciblé comme développement et ça va demander à être poussé un petit peu plus dans les semaines et les mois qui viennent. Ouais, c'est sûr. Top. Si on passe, bon, on va gentiment terminer, mais si on parle un petit peu de ce dans quoi tu t'es plongé récemment, dans tes recherches, dans tes lectures, dans tes écoutes, des sujets le ou les sujets qui t'intéressent ou qui t'interpellent à l'heure actuelle et ce que tu fais pour continuer à te former là-dedans. Bah, du coup, là, comme je t'ai dit, je m'étais un peu penché sur le travail de Plio, Ouais. Qu'est-ce que que tu as j'avais trouvé comme regardé. ressources qui t'ont aidé avec ça? Bah, comme je t'ai dit, j'étais tombé sur un PDF de Altis, Altis. ouais. Ouais. Euh, il y avait quelques coachs qui étaient intervenus en vidéo sur ça. Mhm. Du coup, c'était pas mal intéressant. Et puis, bah, à côté de ça, en ce moment, j'ai pas de domaine particulier que j'essaye de développer. C'est plus, bah, j'essaye d'avoir un peu des infos sur la globalité. Donc, j'écoute pas mal les podcasts. Et puis, Quand tu dis globalité, qu'est-ce que tu veux dire? ben, je prends les infos comme elles viennent. Tu vois, par exemple, tu sors un nouveau podcast, je vais l'écouter. Mais c'est pas, à la base, c'était pas forcément quelque chose que j'avais pour objectif de développer, mais au final, ça me servira, quoi. Mhm. Donc, j'ai pas de thème particulier pour l'instant que je cherche à développer. Ok. Juste, ben là, hier, du coup, j'ai discuté un peu avec JB sur le testing
de la stiffness en course Mhm. à pied parce Mhm. que je travaille avec un collègue triathlète. Et vu qu'à la base, moi, je suis du triathlon, je voulais tester sa stiffness en course à pied, du coup, pour mettre en place un travail de prépa physique axé plio. Mhm. Parce que, bon, là, il est à un niveau régional et ben, la prépa physique, il en a jamais fait. Et du coup, je pense que en termes de plio, si j'arrive à lui faire développer quand même ces capacités-là au niveau de ses performances en course à pied, ça va exploser, quoi. Donc, Mhm. ça peut être intéressant. Et mais du coup, il y a différents tests pour la stiffness, donc l'application Runmatic ou sur MyJump, tu peux faire un test avec un test de RSI, Mhm. tu peux déterminer la stiffness. Et je me posais la question si on avait les mêmes valeurs en faisant les deux différents tests, tu vois. Alors, Mais ouais, ouais, vas-y. mm, parce qu'en fait, le truc c'est que sur Runmatic, c'est il se base sur temps de contact, je crois, à une vitesse cible. Parce qu'en fait, tu dois courir sur Mhm. tapis Mhm. et tu filmes, je crois, c'est 8 foulées, un truc comme ça. Ok. Et à partir de ça, ça détermine ta stiffness à la vitesse du tapis. Et du coup, est-ce qu'on va avoir le même type de valeur que si on lui fait faire un drop jump ou un enchaînement de sauts répétés avec my jump, quoi? C'était quoi le plus intéressant pour tester la stiffness? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui te donnera les. Quel est des deux tests? Il y en a un qui est, et ça, je pense que c'est incontestable, il y en a un des deux qui va être reproductible de manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus reliable. Comment on dit ça en français? Euh, je vois ce que tu veux dire. Attends. Euh, ouais, tu peux le réitérer. Enfin, je sais pas comment, mais j'ai compris ce que tu veux dire. Ok, c'est lequel des deux que tu vas pouvoir répéter et sortir avec exactement les mêmes infos à chaque fois? Bah, pour moi, ce serait celui sur tapis. Tu penses? Quel nombre de facteurs externes ou enfin, dans le test peuvent influencer les résultats comparé à un test de saut répété ou un drop jump qui, en fin de compte, tout ce que c'est de la gravité, enfin, c'est les lois de la physique et une application qui te permet de calculer temps de vol, temps de contact, hauteur de saut, poids de corps, etc. Quels sont les autres paramètres qui sont aussi présents dans le test avec course sur tapis qui peuvent avoir une influence sur les résultats? Tu m'as dit temps de vol, temps de contact. Hein? T'es toujours là ou t'as gelé? Ah, t'avais coupé. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu faisais, tu faisais le, Hop. tu faisais le penseur de Rhodes et tu bougeais pas. T'as dit temps de vol et temps de contact au sol sur le tapis. Ouais, à partir d'une vitesse cible. Voilà, donc tu as une vitesse cible. Malgré ça, qu'est-ce qui peut changer à cette vitesse cible? Tu peux rallonger ta foulée, tu peux raccourcir ta foulée. Hein? Alors, Ouais. alors certes, avec quelqu'un d'entraîné, ils vont avoir une foulée qui va être équivalente à valeur égale et ça va être reproductible. Mais je dis pas que ça veut dire que le test il est pas valable ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est un paramètre à prendre en compte parce que si la personne raccourcit un peu sa foulée ou rallonge un peu sa foulée à la distance à la vitesse donnée, ça va avoir un impact sur les données que tu collectes. Je connais pas exactement le test, mais donc je me base juste sur ce que toi tu m'as dit en termes Mm. de data qui sont collectées. Euh, Ce qui peut être intéressant, c'est de faire les deux. Pour toi, peut-être pas pour la personne, Ouais. mais pour toi, de faire les deux. Et où aller. Et comme je t'ai dit, je ne connais pas le second test donc sur tapis, donc je ne peux pas nécessairement me prononcer dessus. Mais bon, déjà, tu as parlé avec JB, donc tu as une source sûre de type d'informations que tu vas pouvoir collecter. Mais après, à toi de savoir lequel des deux tests va être le plus simple à effectuer
le plus simple à reproduire et qui va te donner des données tangibles que tu vas pouvoir suivre sur le long terme, qui, encore une fois, te permettent de jauger les progrès ou d'orienter l'entraînement, etc. Hein. Et donc, c'est clair que le test de course sera plus spécifique, étant donné que c'est en course Ouais. à pied. Euh, mais je pense qu'il y a assez d'études que tu peux trouver sur le transfert d'un RSI sur une efficacité de course et une économie de course et ce genre de Mm. choses. Ouais, c'est sûr. Mais après, moi, je me disais, du coup, le faire sur tapis parce que pour la spécificité. Mhm. Et pour moi, en fait, vu que c'est un coureur quand même entraîné, si je lui dis de courir à sa cadence habituelle, je vois pas pourquoi il allongerait sa foulée ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, pour moi, sur tapis, c'était le plus intéressant puisque tu as juste à régler la vitesse. Tu notes la vitesse à laquelle le tapis est réglé et puis après ça, tu peux le reproduire super facilement, quoi. Alors que si je lui fais faire un test de RSI, par exemple, j'aurais toujours le doute de me dire est-ce qu'il s'est vraiment donné à fond sur cette répétition ou pas. Alors Mhm. que là, sur tapis, je règle la vitesse et puis il court. C'est même pas, en plus, c'est même pas un effort max, tu vois, c'est juste une analyse de foulée, quoi. Ouais, ouais. Bah, écoute, c'est intéressant et je pense que ça demande à être creusé un petit peu plus. Mm. Et encore une fois, toi, rien ne t'empêche de faire les deux, en sachant que si c'est Ouais, bien ouais. mis en place, le test de RSI va te prendre quelques minutes, hein, au maximum, qui peut être fait avant le test de course ensuite. Ça n'aura pas d'impact sur les performances, ça c'est sûr, étant donné le volume de travail et l'intensité. Euh, et donc, toi, ça te permet d'avoir 2 points de données et ensuite peut-être suivre ces 2 points sur un certain temps pour voir peut-être est-ce qu'ils évoluent en parallèle, est-ce qu'il y en a un qui bouge et l'autre pas, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les implications, est-ce que ça veut dire que je dois changer quelque chose au niveau programmation. Donc, toi, on a ces outils technologiques qui sont assez incroyables maintenant, qui nous permettent de mesurer des trucs. Avant, il te fallait des plaques de force, il fallait un labo et tout ça. On a la possibilité maintenant t'as la possibilité de faire ta propre petite expérience euh, par rapport à tout ça. Et certes, d'autres l'ont fait avant. Donc, va chercher les papiers, va parler aux gens, regarde ce qui a été fait, regarde euh, ce que sont les pratiques communes et pourquoi. Mais après, toi, rien ne t'empêche de faire les deux et de voir ce qui marche, pourquoi et comment, ou pas. Et après, d'en tirer tes propres conclusions en allant de l'avant. Mm. Ouais, du coup, faut que je lise le livre de JB, là. C'est Biomechanic of Training and Testing. Donc, il y a 300 pages à lire, faut que je m'y penche dessus. Exactement. Il faut manger du bouquin, tu n'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Peyo, tu voulais parler de quoi la semaine prochaine? Est-ce que tu as des sujets que tu voulais aborder en particulier, des choses que tu veux continuer à développer de ton côté en tant que coach, connaissances, compétences, etc. Alors, ouais. Déjà, on en avait vite fait parler, de discuter un peu de la manière dont tu gères tes plannings la semaine, Mhm. comment tu t'organises avec le podcast, planification d'entraînement, coaching, toutes les activités de ta semaine. Mhm. Et donc ça, ce sera déjà pas mal. Et puis un truc que j'aimerais discuter, où on n'a pas beaucoup d'infos, c'est comment tu gères au niveau administratif Mhm. quand tu prends un client. Je sais pas si tu as des fiches d'engagement, je sais pas du tout comment ça fonctionne ça. Et discuter un peu de ça, comment ça marche. Un truc tout bête, hein, comment tu fais une facture, Mhm. des choses de ce style. Je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresserait de discuter, un sujet qui t'intéresserait de discuter, mais Si toi, ça t'intéresse, moi, ça m'intéresse. ouais, ouais, ça m'intéresse. Sur ce sujet-là, hier, j'ai enregistré un podcast avec Guillaume, un collègue qui est ici à Morges. Il a un podcast qui s'appelle Alter Echo Ouais. et qui parle de manière spécifique de tout ce qui se passe autour du coaching et pas de l'aspect technique du coaching en lui-même, mais vraiment l'aspect entrepreneuriat, que ce soit Mm. marketing, business, finance, administratif. Donc ça peut être un podcast intéressant à explorer aussi, vu qu'il est Ok. vraiment, il se spécialise un peu dans ce côté-là des choses, qui je pense est très très intéressant parce que des podcasts axés fitness, etc. Et je veux dire,
aspects techniques du coaching, il y en a plein. Mais des podcasts qui traitent de cet aspect-là du coaching, il n'y en a pas, ou pas assez Mm. en tout cas. Donc, je pense, va écouter ça déjà. Et Ouais. puis, sans autre, la semaine prochaine, on peut parler de tout ce qui est administratif, planning de semaine, euh, les fiches pour les clients, etc. Ça, c'est toujours des documents qui sont bons à avoir juste pour être organisé toi de ton côté. Et puis, donc on parle là-dessus. Ok, super. Nickel.